Soyez les bienvenus en direct sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Nicolas Sarkozy s'apprête donc à passer sa première nuit derrière les barreaux. L'ancien chef d'État incarcéré à la santé, condamné, on le rappelle, en première instance pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle en 2007. Une incarcération inédite, historique, devant les caméras du monde entier, dans un climat de défiance exacerbé entre les juges et les politiques. C'est le premier en France sous la Ve République, mais ailleurs, d'autres chefs, dans d'autres grandes démocraties, des chefs d'État ont eux aussi été condamnés et ou incarcérés. On peut citer Donald Trump ou encore Lula au Brésil. Et cela pose question, nos démocraties sont-elles malades, comme on l'entend beaucoup, ou au contraire, est-ce que c'est un signe de bonne santé démocratique? La justice devient-elle politique, trop politique? C'est la question du grand dossier ce soir. Et c'est un débat ouvert d'une certaine façon par le président de la République actuelle. Emmanuel Macron estime en tout cas que le débat sur l'exécution provisoire des peines est légitime. Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie. Parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. La sérénité, c'est pas tout à fait le mot approprié pour ce qui se passe depuis ce matin. On va en parler avec nos invités dans le grand dossier ce soir. Valérie Nataf, merci d'être avec nous, éditorialiste politique LCI. Renaud Pila, éditorialiste politique LCI. Rebonsoir à vous. Avec nous également Guillaume Chiez de notre service police-justice TF1 LCI et Benjamin Morel. Merci d'être avec nous, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, le climat n'est pas très serein autour de cette incarcération de Nicolas Sarkozy, parce que ça pose énormément de questions. On va revoir peut-être ensemble, si vous nous rejoignez à l'instant, ces images depuis ce matin. Tout a commencé dans le quartier où réside Nicolas Sarkozy, dans le 16e arrondissement, entouré de sa famille, de ses proches, des amis politiques, des amis tout court, sa femme, l'ancienne première dame, qui l'a accompagnée jusqu'au bout du bout, avec un convoi qui vous a particulièrement impressionné, qui a impressionné tout le monde d'ailleurs, Valérie. Oui, parce que cette image, alors il était environné de motards de la Brave M, je crois, qui est d'habitude utilisée dans les manifestations pour des raisons de sécurité, mais si on ne savait pas que c'était la Brave M et qu'on pensait que c'était des motards de la garde républicaine, il y avait un effet un peu d'ajustement parce que c'était un convoi quasi présidentielle pour un ancien président de la République qui se rendait sur les lieux de son incarcération. Ce sont des images très fortes, Renaud Pila, des images qui vont marquer, qui font, en quelque sorte, même si le mot paraît fort, mais qui font l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Oui, sur le plan politique et sur le plan judiciaire, c'est effectivement inédit et c'est quelque chose qui est assez incroyable quand on voit les images. Il y a eu la condamnation en première instance il y a quelques semaines. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus spectaculaire de voir la voiture de Nicolas Sarkozy, la limousine de Nicolas Sarkozy, entrer dans la prison de la Santé. Donc, effectivement, notamment les collègues étrangers, les journalistes étrangers sont assez ébahis. En revanche, deuxième point, je pense que, contrairement à ce que peut-être on pouvait s'attendre, une immense majorité de Français a tourné la page sur Nicolas Sarkozy. On voit qu'il est... Il n'y a pas eu, en tout cas je pense qu'il n'y a pas eu un immense retentissement sur cette condamnation et même sur cet enfermement de Nicolas Sarkozy. C'est un retraité de la vie politique, il l'a dit plusieurs fois, même si peut-être qu'il y a un jour il espère revenir, mais il me semble que vraiment les Français ont tourné la page et il n'y a pas eu... Peut-être qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation aussi. Exactement, ouais. Mais ils ont tourné la page. Valérie, vous êtes... Je suis plus perplexe. Peut-être moins radical. Oui. Je suis d'accord, c'est un retraité de la vie politique française, mais il reste l'un de nos présidents, nos anciens présidents, et donc vivants. Voilà, il y a Nicolas Sarkozy, François Hollande et évidemment Emmanuel Macron. Et donc, son incarcération, le fait que sa voiture rentre à la Santé, je ne sais pas si...
j'ai l'impression que toute la France en a parlé, à la machine à café, au supermarché, au café. On l'a dit, c'est un fait politique majeur, que l'on soit un partisan de Nicolas Sarkozy ou un opposant farouche de Nicolas Sarkozy. Il y a quand même une forme d'émotion. Un ancien président de la République qui est incarcéré à la prison de la Santé, franchement, les Français ne se prononcent pas, j'en sais rien en tout cas, pour ou contre, mais en tout cas, il y a quand même la notion, c'est ce que vous disiez, d'un moment historique. Mais ça paraît même irréel, Valérie. Moi, j'avais le sentiment... ça paraît irréel de voir un ancien président de la République entrer dans une prison, ça paraît irréel, quelque part. En tout cas, c'est une première réalité dans la Ve République. Peut-être votre regard pour terminer ce tour de table introductif, Benjamin Morel. Si vous voulez... En tant que Français et constitutionnaliste aussi, peut-être. Alors, en tant que constitutionnaliste, il n'est pas aujourd'hui, je dirais, protégé par ce qu'on appelle l'immunité présidentielle, parce que ça s'est passé en dehors de ses fonctions. Donc ça montre aux Français déjà qu'un président de la République, dès lors qu'il n'est pas dans le cadre de ses fonctions, est injusticiable comme les autres. On a l'impression qu'il y a une caste politique et que cette caste politique est protégée par un droit à part. C'est pas vrai. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a, et cette affaire le montre, plutôt un système qui marche bien en réalité. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui on arrive à qualifier, qu'on arrive à condamner, montre qu'au fond, les lois qu'on a prises d'année en année sont des lois efficaces et qu'on a un système et une justice qui passent. Des lois que regrettent certains politiques d'avoir voté. Mais on peut les regretter, etc. Et on peut avoir un vrai débat parce que peut-être a-t-on été en effet sur certains aspects trop loin. Mais en tout cas, le système marche. Après, ce qui je dirais est déplorable, c'est que c'est pas forcément reconnu comme tel par les Français. Aujourd'hui, vous avez sans doute une grande partie de nos concitoyens qui se disent « Regardez, tous pourris, on met même des anciens chefs de l'État à l'ombre, ça montre bien qu'il y a une corruption généralisée. » On a probablement la classe politique la plus propre de toute notre histoire. Pas parce que les femmes et les hommes politiques sont particulièrement moraux, mais parce que justement la justice marche bien. Et exactement, et qu'à partir de là, si jamais vous franchissez la ligne rouge, eh bien, il y a de très grandes chances que vous fassiez attraper. Le problème en la matière, c'est que plus il y a d'affaires, plus il y a un sentiment de corruption généralisée. Et quand on prend les enquêtes qui sont les enquêtes sur ces affaires, les électorats qui sont les électorats dont la personne visée est incarcérée, en règle générale, considèrent qu'il y a un complot des juges et que c'est la faute du juge. Et donc on affaiblit à la fois la classe politique, mais également le système judiciaire. Et ça, aujourd'hui, à une période de montée des extrêmes, c'est un peu dangereux. Pas sûr que Nicolas Sarkozy réussisse vraiment à prendre les Français à témoin comme il l'aurait espéré. Nicolas Sarkozy, il a ce que peut-être dans d'autres milieux on appelle une fanbase. Il a des supporters extrêmement... Toujours inconditionnels. Ils lui ont offert une Marseillaise, d'ailleurs, ce matin. Quand il signait des livres, il y avait des files d'attente interminables pour se faire dédicacer, pour le rencontrer, pour prendre un selfie. Chacune de ses apparitions publiques mobilise une partie de ses partisans les plus fervents, je dirais. Il y a une forme de ferveur. Est-ce que pour autant, les Français dans leur ensemble, alors Renaud dit qu'ils ont tourné la page, je ne sais pas, mais prendre les Français à témoin, en tout cas, c'est une stratégie de défense. Et de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Et d'ailleurs, pour ce que vous parlez de stratégie de défense, dans un instant, nous recevrons dans le grand dossier l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, Maître Ingrain, qui va nous rejoindre. D'abord, avec vous, Guillaume Chiez, on va voir ce qui se passe très concrètement maintenant pour Nicolas Sarkozy. Vous disiez que c'était irréel, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de surréaliste, en tout cas, dans ces images et ce qui est en train de se passer, parce que c'est un ancien chef d'État qui, depuis ce matin, découvre à ses dépens l'univers carcéral. On va voir comment va se passer son quotidien en prison. Guillaume, peut-être déjà à commencer par l'endroit où il va être, le plan de sa cellule. Alors l'endroit où il va être, c'est une cellule de 9 mètres carrés. C'est une cellule comme 15 autres cellules dans ce quartier d'isolement dans lequel est placé aujourd'hui Nicolas Sarkozy, avec une douche, un lit, un meuble, des fenêtres évidemment pour regarder à l'extérieur, un téléphone qu'il pourra aussi utiliser quand il veut, un téléphone fixe. Ça, c'est pas le cas pour tous les détenus ? Si, c'est le cas pour tous les détenus. Ils peuvent appeler en fait des numéros qui sont validés par l'administration pénitentiaire, et donc ce téléphone il va servir à ça. Il pourra aussi, ce qu'on appelle dans le milieu carcéral, cantiner une télévision et un frigo, c'est-à-dire payer chaque mois 14 € pour obtenir une télévision et un frigo. Il a aussi des plaques chauffantes s'il veut faire... Il a des bons de commande, c'est ça ? Exactement.
Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? On a beaucoup parlé de ses fameux livres, hein, notamment. Alors évidemment, il y a les livres, il y a aussi, donc il a parlé de 2 livres, la biographie de Jésus-Christ et le Comte de Monte Cristo en 2 volumes. Il peut aussi emporter des vêtements avec lui, dont une écharpe par exemple de moins d'1 mètre. Il ne faut pas que ce soit des vêtements trop longs. Il peut apporter aussi des couverts, fourchettes, couteaux, même si c'est fourni à Bourron, évidemment, même si c'est fourni par l'administration pénitentiaire. Et aussi des photos, et on sait que ce week-end, Carla Bruni a publié sur les réseaux sociaux les photos que Nicolas Sarkozy allait emporter avec lui dans sa cellule. J'en reviens à l'écharpe. Je crois que l'un de ses avocats a dit aujourd'hui qu'il y avait aussi des pulls parce qu'il fait froid en prison. On parle souvent du délabrement de certaines prisons françaises. Effectivement, alors la Santé, c'est une prison qui a été refaite récemment, donc elle est relativement moderne. Mais effectivement, il peut amener avec lui des vêtements, ce qu'il souhaite. Et puis son quotidien maintenant. Donc on est dans un quartier d'isolement, mais comment ça se passe pour lui? Alors son quotidien, c'est 3 parloirs par semaine de 30 minutes avec ses proches. Il pourra aussi se promener pendant 1 heure dans une cour de 30 mètres carrés, se promener seul, évidemment, puisqu'il est à l'isolement. Il a accès à une salle de sport, une petite salle de sport, me disait-on, mais avec un tapis de course et une petite bibliothèque également. Ces 3 activités, la promenade, l'accès à la salle de sport et la bibliothèque, se feront seuls, puisque pour des raisons de sécurité, Nicolas Sarkozy est placé à l'isolement et donc les seules personnes avec qui il va être en contact, ce sont les surveillants pénitentiaires. Merci beaucoup Guillaume. Promenade d'1 heure par jour seulement quand on a vécu en tant que Français les nombreux joggings de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment un homme privé. C'est un homme privé de liberté aujourd'hui. Oui, comme tous les détenus. D'ailleurs, peut-être un des profits qu'on pourra retirer de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, dont nous allons débattre, c'est que ça va jeter une lumière assez crue sur l'incarcération et les conditions d'incarcération en France, même si, vous l'avez dit, la prison de la Santé est une prison rénovée. Christophe Ingrin, maître Christophe Ingrin, je vous en prie, venez nous rejoindre sur le plateau de LCI dans le grand dossier et merci de venir répondre à nos questions au cours de cette journée qu'on imagine très particulière. À titre personnel aussi pour vous, d'avoir été dans la lumière en ce jour qu'on a qualifié d'historique, puisque vous avez accompagné l'ancien chef d'État jusqu'aux portes de cette prison de la Santé. Jusqu'après la porte de la prison. C'était un moment très violent. C'était très dur. Pourquoi vous dites violent ? Parce que la détention, l'incarcération, c'est violent. Et puis accompagner le président, qui est mon client, qui est notre client, dont on sait qu'il est innocent dans ce dossier. Alors, en fait, on peut en discuter. En droit, c'est sûr. Il est présumé innocent, en tout cas. Il l'est. Non, mais c'est pas présumé. On peut utiliser présumé. Il est innocent. Il n'est pas condamné. Il est innocent. Après 14 semaines d'audience, après 12 années d'instruction, 3 relax sur 4 délits, une condamnation sur le délit d'association de malfaiteurs, qui est une sorte d'infraction fourre-tout, et il est condamné vraiment parce que il aurait dû savoir que ses collaborateurs envisageaient un financement libyen de la campagne, alors qu'il n'y a pas 1 euro de financement libyen dans la campagne, alors qu'il n'y a aucune preuve, que le document qui a lancé l'enquête, le tribunal dit qu'il y a toutes les raisons de penser que c'est un faux, qu'il l'écarte d'ailleurs des débats, que les témoignages sont eux aussi écartés. Si vous voulez, autant de preuves, ou en tout cas soi-disant preuves depuis le début, qui s'effondrent, et amener son client en détention. Et quand son client, c'est Nicolas Sarkozy, et j'imagine que pour mes confrères, c'est la même chose quand ils amènent leur client, c'est extrêmement violent. Il était comment, Nicolas Sarkozy, quand vous l'avez accompagné ? Il était strictement identique au Nicolas Sarkozy que je vois tous les jours, que j'ai vu tous les jours pendant l'audience et que je vois tous les jours depuis le délibéré. Il est sorti de la voiture. Ouais, il est sorti de la voiture et il m'a dit « Allez, à plus tard ».
il a claqué la porte et il est parti avec ses livres sous le bras. Est-ce qu'il vous a posé des questions de savoir comment allait se passer sa détention, comme le font certainement vos clients quand ils s'adressent à l'avocat qui a un peu tout pouvoir à leurs yeux, hein. Vous êtes quand même l'accompagnateur. Non, ce serait bien. On n'a malheureusement pas tous les pouvoirs. Aux yeux de vos clients. Même aux yeux de nos clients. Les questions qu'il a posées, elles ne sont pas sur la détention elle-même. Le sujet qu'il avait, c'était que nous avions, c'était sa sécurité. Alors, là, vous êtes rassuré, là? J'ai aucun élément. On n'a pas du tout été associé aux questions de sécurité. Ce qu'on sait, c'est qu'il est à l'isolement. Donc, en effet, on peut espérer que c'est ce qui le protège le plus. Et j'imagine que si c'est la décision qui a été prise, elle l'a été après des évaluations à la fois du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Non. Lui, son sujet, c'est déjà l'appel qui va arriver, recommencer à travailler. Et puis, il y a cette rage, vraiment cette rage qui est la sienne, de démontrer son innocence. On a réussi, encore une fois, à écarter 3 des 4 chefs pour lesquels il était renvoyé, délits pour lesquels il était renvoyé. Il nous en reste un qui a été ajouté à la toute fin de l'enquête pour sauver ce qui pouvait l'être pour les magistrats. Bon, on n'a pas réussi cet aspect-là. Il faut qu'on réussisse la prochaine fois. Vous nous avez confié ce matin que votre tâche était de le faire sortir le plus tôt possible de prison. Le plus tôt possible, c'est 3 semaines ? 3 semaines, 1 mois. Le délai légal pour audiencer une demande de mise en liberté, c'est 2 mois. Le délai habituel à Paris, puisque c'est la Cour d'appel de Paris qui est compétente pour juger cette mise en liberté, c'est 3 semaines, 1 mois. Donc, quoi qu'il arrive, et quand bien même cette première nuit qui va avoir lieu, c'est une nuit qui ne devrait pas avoir lieu, quoi qu'il arrive, il fera 3 semaines ou 1 mois de détention. Renaud Pilat. Oui, maître, une question. Premièrement, vous dites sa sécurité. C'était une de ses principales préoccupations. C'est sa sécurité, je dirais, son intégrité physique. Est-ce que, pardon, je suis assez direct, mais psychiquement, vous sentiez une crainte? Parce que, comme vous l'avez dit, cette première nuit en prison et la première semaine, je crois, c'est compliqué. Et Pierre Botton expliquait, qui a fait de son combat pour le droit des prisonniers toujours une volonté farouche. Il expliquait que l'isolement, paradoxalement, c'est plus compliqué parce que vous vous retrouvez seul après 17 heures. Et en tout cas, la première semaine, il y a cette sorte de choc de l'enfermement. Comment, avec cette question-là, vous pouvez nous parler un peu de l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy? Notre sujet, c'était l'intégrité physique. Sur sa force psychologique, j'ai aucun doute. Aucun. Lui n'a pas fait état, évidemment, du moindre sujet. Et nous n'avons aucun doute sur sa capacité à surmonter et à faire face. Parce qu'une nuit en prison, la première nuit en prison, vous avez parlé de violence tout à l'heure, mais il y a des sons, il y a des... Enfin, cet univers carcéral qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de très difficile, pour quels que soient les prisonniers, évidemment, encore une fois. J'ai aucun doute, mais aucun doute, qu'il va faire face et qu'il va surmonter ça. Aucun doute. Il est trop fort. C'est difficile de vous dire les choses autrement. Il est trop fort. Et animé d'une rage au comte de Monte Cristo, pour faire référence au livre qu'il a emporté. Je pense que pour lui, il y a 2 aspects. Il y a d'abord ne pas inquiéter ses proches et sa famille et ses proches, qui est essentiel dans son esprit, sa femme, ses enfants. Et puis, surmonter cette phase, ce moment aussi dur, aussi injuste, pour sortir et recommencer à se battre. Si ceux qui ont décidé l'exécution provisoire de la peine, exécution provisoire, je le rappelle, contre lequel aucun recours n'est possible, c'est-à-dire que c'est un des rares, si ce n'est unique, cas en procédure pénale où on ne peut pas contester une décision. La seule possibilité de faire sortir notre client, c'est la mise en liberté. Donc si ceux qui ont prononcé l'exécution provisoire de la peine pensaient lui casser le moral ou l'affaiblir, c'est raté. On le sentait ce matin et je suis sûr que jour après jour, quand nous irons le voir, on le sentira. Il est trop fort pour que ça marche. Valérie Nataf. Bonjour maître. Moi, je m'aimerais, de ce que vous décrivez, Nicolas Sarkozy fait comme quand il était aux affaires, si j'ose dire, il se projette déjà dans l'après, c'est ça? L'appel, l'écriture d'un livre, la sortie et son combat pour faire éclater sa vérité. Oui,
Oui, c'est absolument ça. Plusieurs aspects. Le dossier, il le connaît parfaitement, mais on continue de le travailler. Vous savez, quand l'audience a commencé, on nous disait qu'il y avait eu un pacte de corruption sous la tente de Kadhafi à Tripoli. Il n'y en a plus. On nous parlait de contreparties diplomatiques. Elles ont disparu. Alors, la force d'un tribunal, c'est de s'adapter. On nous disait les contreparties diplomatiques, c'était l'arrivée de la Libye sur la scène internationale. On a montré que l'arrivée de la Libye sur la scène internationale, le retour de la Libye sur la scène internationale, c'était mis en œuvre par Jacques Chirac avant Nicolas Sarkozy. C'était pas dans le dossier d'instruction. Il l'a expliqué à l'audience. Que fait le tribunal ? Le tribunal dit OK, c'est pas vous le retour de la Libye sur la scène internationale, mais vous n'avez pas modifié la politique qui avait été mise en place par Jacques Chirac, donc c'est quand même une contrepartie. Donc vous voyez, il y a cette possibilité de s'adapter en permanence et on doit l'anticiper. Et c'est tout le travail qu'on va faire, puisque quand on démontre qu'un des arguments qu'on avait pour faire tenir l'accusation s'effondre, on a un repli immédiat ou un choix vers un autre moyen qu'on nous oppose. C'est ça tout le travail qu'on va devoir faire. Il y a tout un combat médiatique aussi que vous menez avec l'orchestration, cette mise en scène, parce qu'il y a une mise en scène aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est une stratégie que vous imaginez payante de prendre les Français à témoin, dont on disait tout à l'heure que pour beaucoup de Français, certains étaient déjà passés à autre chose, préoccupés par énormément de sujets, du pouvoir d'achat, la question des retraites et à celle des impôts par exemple? Alors, c'est pas une stratégie médiatique. Par exemple, je viens m'expliquer parce que je suis scandalisé par cette décision. Vous avez la gentillesse de m'accueillir, mais c'est d'abord comme avocat et comme avocat, comme juriste, comme citoyen aussi que cette décision, elle me scandalise. Et tous les citoyens, eux, ne sont pas scandalisés. Mais j'ai la chance de pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous. Donc moi, je viens vous dire ce que je ressens. Sur le rendez-vous de ce matin, c'était une manifestation qui n'était pas du tout destinée à faire pression sur quiconque, et on peut nous prêter un certain nombre de choses, mais pas d'être bête au point d'imaginer que parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui se sont réunies spontanément ou à l'appel d'un des fils de Nicolas Sarkozy pour lui manifester leur amitié, leur confiance ou leur soutien, ça va avoir la moindre influence sur quiconque. Évidemment que non. C'était vraiment quelque chose qui était strictement humain et amical. Il n'y a pas de stratégie, en tout cas pas de stratégie judiciaire derrière ça. Si c'était le cas, ça ne fonctionnerait pas, je vous l'annonce. Oui, un tout petit point qui a fait polémique ces dernières heures. Est-ce que le fait que Gérald Darmanin a dit qu'il allait aller voir Nicolas Sarkozy, et bien sûr, en tant que ministre de la Justice, il a encore répété cet après-midi, eh bien, il en a le droit. Est-ce que vous pensez que c'est juste aller voir ses conditions de détention, ou certains disent s'il s'entretient avec Nicolas Sarkozy, c'est pas le cas pour tous les détenus, si je puis dire. Pardonnez-moi, je vais vous demander une réponse très courte, mais que vous pourrez développer juste après la pause. Mais merci beaucoup. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, il a sous son autorité l'administration pénitentiaire. Il est parfaitement dans son droit d'aller visiter la santé et comment un ancien président de la République est installé pour s'assurer de sa sécurité. Merci d'avoir fait très court. Vous restez avec nous et vous également, bien sûr. On en reparle dans un instant et de toutes ces questions que ça pose et notamment de cette confrontation de plus en plus forte entre d'un côté la politique, de l'autre la justice. On est arrivé à un pic en quelque sorte qui est illustré par cette incarcération aujourd'hui très impressionnante de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Un ancien président en prison, donc c'est devenu la réalité du jour. C'est évidemment un événement qui pose question. La justice devient-elle politique? Est-on en train d'assister à une bascule? En tout cas, il y a une décision qui fait débat qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, il y a quelques instants dans le grand dossier. C'est la visite annoncée de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a dit qu'il rendrait visite à l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. On écoute. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. Je suis le chef de cette administration. Est-ce que c'est vraiment son rôle? Certains veulent y voir une atteinte à l'indépendance de la justice, Maître Ingrin. Non, ça me semble vraiment pas justifié. Imaginez que l'indépendance de la justice vacillerait parce que le ministre de la Justice va s'assurer qu'un détenu, quoi qu'on en pense,
très particulier, ancien président de la République, ancien ministre de l'Intérieur, pour s'assurer que les conditions de sécurité sont suffisantes, ça n'est pas de nature à faire vaciller l'indépendance de la justice. La justice est trop forte aujourd'hui, elle aussi, pour craindre quoi que ce soit, même un ministre. Mais il y a quand même un sentiment de suspicion, de défiance. Vous comprenez que ça entretient ça, peut-être, aux yeux des Français ? Ça l'entretient si on... Entre politiques, on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'est la preuve que non, enfin, ça n'a aucun sens. La vérité, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le garde des Sceaux... Qu'est-ce qui se passerait si demain il y a un incident en détention, un incident de sécurité ? Mais est-ce qu'il y a besoin de la venue de Gérald Darmanin pour garantir la sécurité du chef ? Il est le chef de l'État ? l'administration pénitentiaire. La direction de l'administration pénitentiaire est placée sous son autorité. S'il y a un problème demain, c'est sa responsabilité à lui. C'est sa responsabilité à lui qui est engagée. Je ne comprends même pas cette histoire. Est-ce que pour autant il a besoin de se rendre sur place ? Oui, parce qu'il va s'assurer lui-même, il est le ministre. Un ministre qui reste dans son bureau, on va lui reprocher de ne pas aller sur le terrain, il va à la santé, il va s'assurer et il va se faire expliquer les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre pour protéger le président. Je vois vraiment pas le sujet, mais il n'y en a aucun. Petite précision quand même, celui qui prononce ça sur l'atteinte à la liberté des magistrats, c'est quand même un des plus hauts magistrats de France, c'est Rémy Hetz, qui est procureur général près la Cour de cassation. Donc c'est un avocat dont la parole, un magistrat dont la parole est rare et dont la parole porte quand même quand il s'exprime. Et il y a un risque que cette visite soit perçue par les magistrats et l'opinion comme un obstacle. Voilà ce qu'il moi, je crois que non. Je crois que non. Benjamin Morel. Oui, bien sûr, ça va être perçu. Enfin, je comprends, je suis tout à fait d'accord d'un point de vue juridique avec votre point, maître. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, vous avez ceux qui pensent que Nicolas Sarkozy est coupable par principe parce que, eh bien, il ne l'aime pas, et vous avez ceux qui pensent que Nicolas Sarkozy est victime d'un grand complot judiciaire parce que il l'aime bien. C'est pas la réalité. Évidemment, c'est plus complexe, mais c'est comme ça que c'est ressenti par l'opinion. Là, en y allant, Gérald Darmanin donne raison aux deux. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment que, en effet, un, il y a un traitement de faveur, que deux, il y a une forme de volonté politique de politiser cette affaire, soit pour, soit contre. Donc si vous êtes sur le terrain judiciaire, il faut à tout prix éviter de le politiser. Que fait Gérald Darmanin ici ? Sans doute pour se faire voir, lui, bien plus que Nicolas Sarkozy, eh bien, il investit le terrain politique et il politise l'affaire. Ça, c'est contre-productif pour votre client, c'est contre-productif pour l'autorité judiciaire qui, évidemment, va se recevoir là-dessus une volée de bois vert, c'est contre-productif également pour le ministère de l'Intérieur et pour le sentiment que, eh bien, il y aurait réellement une indépendance de la justice. Donc c'est un coup politique de Gérald Darmanin qui ne sert sincèrement que lui. Oui, mais je crois qu'il y a deux façons d'aller vérifier la sécurité à la santé. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Gérald Darmanin, on le connaît, c'est quelqu'un qui assume et qui prend son rôle de ministre à cœur. Si jamais, effectivement, il arrivait quelque chose à Nicolas Sarkozy, l'intégrité physique ou autre, que n'entendrait-on pas ? Et puis sur le plan international, on voit que la France est abîmée en ce moment, ça serait effectivement extrêmement inquiétant. En revanche, et tout se sait aujourd'hui par les syndicats de détenus, il y a une chose d'aller voir comment tout ça est sécurisé, autre chose que de discuter une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure avec un détenu. Ça, et ça se saurait. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses dans une telle visite. Non, encore une fois, pardon. Non, je crois vraiment qu'il n'y a pas de sujet de mise en cause ou de danger pour l'indépendance des magistrats. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois, lorsque nous devrons être en face de la Cour d'appel pour plaider la mise en liberté de notre client. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas parmi à la fois les magistrats du parquet ou les magistrats du siège, il n'y en aura pas un qui sera sensible ou pas sensible à la visite de Gérald Darmanin. Et heureusement, ils ont gagné leur indépendance. Pour le siège, c'est le cas depuis très longtemps. Pour le parquet, elle est de fait. Je me permets de vous interrompre. Votre confrère s'exprime en direct de la prison de la Santé, Maître Darrois. Ah. Il a eu un parloir avec Carla. Il a eu un parloir avec Carla. À quelle heure ? Avant moi. D'accord, donc ça va à peu près. Et vous avez son numéro d'écrou, si ses conditions de sûreté sont optimales, si tout est comme il faut ? Voilà. Je vous avais dit, on ne parlera pas beaucoup, j'en ai déjà trop dit. Mais juste peut-être un mot sur la vague de soutien avec ces centaines de personnes qui se sont réunies devant chez lui. Tout à l'heure, vous disiez qu'il avait été ému. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ces personnes qui sont venues spontanément ? Il m'a dit ça, que ça lui avait fait du bien, qu'il était entouré d'affection, de sympathie. Il a reçu beaucoup de lettres déjà ici. De gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ces gens, justement ? Qu'ils regrettent beaucoup qu'il soit incarcéré
Voilà. Vous lui avez dit bien sûr qu'il y avait une demande qui avait été introduite pour sa libération. Donc il en dit quoi par rapport au délai, etc. Il a confiance que ça aille vite. Vous lui avez dit quelque chose, vous, par rapport au délai éventuel? Écoutez, un délai habituel, ça sera 3 semaines, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ça dépend beaucoup de la charge de travail de la cour d'appel. Vous le sentez malgré tout combatif? Ah oui, bien sûr. Mais enfin... Ah, hélas, on a été coupé. Il y a un petit sentiment de frustration. Maître Ingrin, vous venez d'entendre ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, hein, la même chose de la voix de votre confrère. Est-ce que vous allez le voir tous les jours? Oui, tous les jours. Donc les avocats ont le droit de rencontrer leurs clients tous les jours, sauf le dimanche. Pour la famille, c'est 3 fois par semaine. Évidemment, en ce qui nous concerne, nous irons le voir tous les jours. Combien de temps par jour? Alors, nous, je crois que ça doit être autour d'1 heure, 1 heure et demie. Et même si vous n'avez pas fondamentalement des informations cruciales à lui transmettre sur l'évolution de la demande en liberté, c'est aussi une façon de le soutenir tout simplement humainement, c'est ça? Je crois surtout qu'on a un appel qui va commencer probablement au mois de mars et qu'on doit travailler. Donc ces heures chaque jour seront consacrées à ce travail pour le procès en appel? Oui, la détention pour lui, elle est tout sauf un moment privilégié où il n'a pas bénéficié de quelque chose qui ferait que la détention est plus agréable pour lui que pour un autre détenu. Je crois qu'il faut qu'on mette à profit, malheureusement, hein, franchement, on s'en passerait tous de ce moment. Il est vraiment un moment très dur. Je le répète, Nicolas Sarkozy en prison, c'est inouï. Ça ne devrait pas exister. En tout cas, ces moments-là, on les passera avec lui pour travailler. C'est sûr. Éric Alt, merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Grand Dossier. Vous êtes conseiller à la Cour de cassation, vice-président de l'association Anticorps. Peut-être pour l'association Anticorps. Voilà. Peut-être votre réaction à cette journée historique, parce que c'est la première fois que ça arrive dans la Ve République. C'est une rupture. Ça met un terme à la bienveillance relative de la justice envers les délinquants en col blanc. Et je pense qu'on peut être relativement fier d'une justice qui a réussi à terminer cette affaire. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de difficultés. 12 ans d'instruction, mais une audience très sereine, 38 demi-journées d'audience, où, avec gravité, solennité, tout le monde avait une grande liberté de parole. Les preuves ont été examinées et discuter, et on arrive à un jugement qui est bien motivé, 380 pages, à une peine effectivement qui est sévère, mais qui est justifiée par le tribunal, par la gravité des faits. Injuste, nous disait il y a quelques instants Maître Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui nous a quittés, que l'on remercie d'être venu. Oui, mais c'est dans cette affaire, il y a quand même des discussions avec un État dictatorial, des discussions avec M. Senoussi, qui est le commanditaire de l'attentat du DCIS de 1989. Il y a un certain nombre de mouvements de fond qui ont été tracés. Mais pas de preuves, nous disait son avocat à l'instant. Je pense qu'il est dans son rôle d'avocat. Mais quand on lit le jugement, il y a beaucoup de preuves qui permettent de caractériser l'association de malfaiteurs. Ça, oui. Incontestablement, j'en citais quelques-unes. On ne va pas réouvrir le dossier. Non. Mais incontestablement, le jugement est motivé sur ce plan. Mais votre regard quand même, vous qui avez connu Nicolas Sarkozy, président de la République, et de le voir des années plus tard, alors pardonnez-moi, on retourne voir Maître Darrois, l'autre avocat de Nicolas Sarkozy qui s'exprime à la sortie de la prison. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et donc, évidemment que je suis ému et bouleversé. Et je vous remercie. Concernant la demande de remise en liberté, vous pouvez juste redire quelles sont les étapes qu'on comprenne très concrètement? Il faut que la demande soit ce qu'on appelle audiencée. Et ça dépend beaucoup de l'encombrement de la cour d'appel. Et puis le jour où ce sera audiencé, on ira plaider. Le parquet général prendra des réquisitions.
Et puis, la Cour d'appel statuera rapidement. Elle a un délai de 2 mois. Vous espérez que cette demande puisse être traitée plus rapidement ? J'espère. D'ici combien de temps, par exemple ? Si c'est audiencé dans le mois, voilà, mais c'est long, 1 mois en prison. Surtout qu'il ne devrait pas avoir passé une seule journée en prison. Donc l'objectif, c'est qu'il sorte avant les fêtes. Il passera Noël. Oui. Pourquoi pas Pâques quand vous y êtes ? Non. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit là. Et je vois mal comment la Cour d'appel pourrait ne pas le voir et prononcer sa mise en liberté. Et le procès, il est plus tard. Vous lui avez parlé, il est confiant sur cette demande de remise en liberté ? Il est content de cette demande de mise en liberté. Excusez-moi, mais c'est une question un peu... Est-ce qu'il est confiant ? Vous n'êtes pas content ? Est-ce qu'il est confiant ? Oui, bien sûr qu'il est confiant. On a l'impression surtout qu'il est normé, là, M. Sarkozy, pour 3 semaines en détention, mais pas beaucoup plus. Est-ce que je me trompe ? Écoutez... Il pourra tenir ça, mais pas plus. S'il faut tenir davantage, évidemment qu'il tiendra davantage. Évidemment. Mais... Bon. Il va passer sa première nuit en prison. Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il l'appréhende ? C'est un moment compliqué. Il m'en a pas parlé. C'est la plus dure, la première. Sans doute. Il n'a toujours pas de portable ? Ah ben non. Vous auriez pu lui en apporter ? Quoi ? Non, c'est interdit. Non. Voilà. Merci. Merci. Réaction donc de Maître Darrois qui était au parloir et comme nous le disait tout à l'heure son confrère Maître Ingrain, tous les jours les avocats rendront visite à Nicolas Sarkozy, notamment pour préparer ce procès en appel prévu à partir du mois de mars, me semble-t-il, et qui ont fait aujourd'hui cette demande de remise en liberté. Et Maître Darrois qui sera également l'invité de Darius Rochebin ce soir sur LCI. Donc bon, la défense est très claire. Nicolas Sarkozy est innocent. Oui, je pense qu'il faut en cesser avec cette victimisation. Les victimes, c'est nous tous qui avons été atteints par cette corruption, parce que la France a mis son crédit au service de la Libye. C'est ça la contrepartie du pacte de corruption. La France a négocié avec un terroriste. C'est ça la contrepartie. Et les victimes, c'est nous tous, et c'est particulièrement les filles du DC-10 du TA qui a fait l'objet d'un attentat. Donc il faut cesser avec cette victimation. Je comprends le discours de l'avocat, il est dans son rôle. Est-ce que vous comprenez une forme d'émotion, d'une certaine sidération, pas pour tous les Français, mais quand même, de se dire, bon, c'est un ancien président, on attaque en quelque sorte aussi la fonction présidentielle. Alors, on n'attaque pas la fonction présidentielle, il n'est pas mis en cause comme président de la République, il est mis en cause comme candidat. Alors, oui, mais c'est l'ancien président qui est en prison. Il faut cesser de penser que le président est infaillible, qu'il est intouchable. C'est un justiciable comme les autres, et c'est ce que vient de dire la justice en le motivant. Et donc, s'il a commis des faits graves, il répond de ces faits graves. C'est le principe d'égalité de tous devant la loi. Le fait qu'Emmanuel Macron le reçoive à titre humain à l'Élysée vendredi dernier, le fait que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, aille le voir très prochainement dans cette prison pour s'assurer de ses conditions de sécurité, est-ce normal selon vous ? Non, je pense que le président de la République est gardien des institutions, qu'il ne faut pas mélanger cette fonction avec son humanité. Je pense aussi que le garde des Sceaux est bienvenu dans toutes les prisons, mais pas spécialement pour voir quelqu'un à titre amical. Je partage totalement l'opinion de Rémi Heitz ce matin, qui disait... Le procureur général près de la Cour de cassation. Le procureur général près de la Cour de cassation, qui disait, oui, mais le président, le garde des Sceaux a une autorité sur le parquet qui va requérir en appel. Les magistrats, je veux dire, effectivement, dépendent du ministère de la Justice. Donc tout ceci est un mélange des genres qui me semble qui devrait pouvoir être évité. Mélange des genres, c'est vraiment le mot, justice politique en ce moment. Valérie ? En tant que magistrat, même si j'ai bien compris que vous vous exprimiez ici en tant que représentant de l'association Anticorps, j'ai du mal à comprendre que vous ne fassiez pas la différence entre les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy, désormais innocent, puisqu'il fait appel, donc ce n'est plus un condamné, mais un prévenu en détention provisoire. Je crois que jusque-là, je ne me trompe pas. Vous avez tout juste. J'ai bon. Le fait que le président de la République le reçoive
au titre du fait qu'il a occupé les fonctions de président de la République à l'Élysée. En quoi est-ce que c'est choquant que ce geste d'humanité, dit le président de la République, puisque c'est la première fois que ça se passe sous la Ve République. Il n'y a pas de protocole écrit pour ce qui se passe à partir de maintenant. Non, mais c'est pas le fait essentiel, mais je pense quand même que, d'abord, il est prévenu et donc présumé innocent, mais il a déjà été condamné de façon définitive pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. C'est une affaire bien moins importante, mais il a déjà été condamné. Il sera peut-être condamné si la Cour de cassation rejette le pourvoi dans l'affaire du financement illicite de la campagne de 2012. Et là, effectivement, c'est une affaire importante. Et parce qu'il va en prison, il doit faire l'objet d'une manifestation de solidarité. Ça ne me semble pas indispensable. C'est tout. Renaud. Oui, 2 points que je ne comprends pas forcément. Premièrement, vous dites que ça serait une pression politique de la part d'Emmanuel Macron et surtout de Gérald Darmanin. Mais on voit bien ces dernières années que entre le garde des Sceaux et le parquet, il n'y a plus d'ordre. Le fil est coupé. À tel point que on voit bien le jugement qu'a eu Nicolas Sarkozy il y a plusieurs semaines. Alors que, par exemple, Gérald Darmanin a été ministre de l'Intérieur et on aurait pu penser, compte tenu des liens, même s'ils sont un peu plus frais avec Emmanuel Macron, qu'il n'ait pas cette peine. Et puis deuxièmement, un argument fort du côté de la chancellerie, imaginez qu'il arrive quelque chose à Nicolas Sarkozy. Oui, imaginez qu'il arrive quelque chose à l'ancien président de la République. Dans le monde entier, on dirait, je compare pas, enfin après le casse du Louvre, on dirait l'ancien président est bien dans la prison. C'est une succession d'événements incroyables. C'est une succession d'événements qui fait la une de toute la presse étrangère. Alors pardonnez-moi, moi en tant que citoyen, journaliste, mais surtout en tant que citoyen, j'ai un peu, de temps en temps, un peu mal à ma France. Et ben, on se retrouve là avec un garde des Sceaux qui dit c'est ma responsabilité. Il a raison. Et de voir sur place comment ça se passe. Il ne va pas rester l'après-midi avec Nicolas Sarkozy, j'imagine. En tout cas, moi, je n'ai pas mal à la France. Je pense que... Par du Louvre, hein, oui, du Louvre, hein, plutôt. Je pense plutôt que la France a vu sa démocratie affermie par l'indépendance de la justice. Ça, vous avez raison, bien sûr. Et donc, on en sort grandi d'une certaine façon, même si c'est un événement de rupture, un événement grave. Il ne faut jamais se réjouir de voir quelqu'un mis en détention, mais il y a actuellement 84 000 personnes dans les prisons. Donc ce n'est pas le seul endroit où l'on attend le ministre de la Justice. Mais Emmanuel Macron aussi veut relancer le débat. Il l'a dit sur cette fameuse exécution provisoire. Et pour les Français qui ne connaissent pas forcément le droit, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est en détention alors qu'il ne représente pas un risque pour la société. Très clairement, c'est cette raison pour laquelle souvent... Oui. Pardon, et des milliers de prisonniers. Et des milliers de prisonniers. Des milliers de détenus. On a un nombre d'avocats ici depuis le début de l'affaire Nicolas Sarkozy et même avant sur LCI qui disent mais attendez, on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, mais moi j'ai des dizaines et des dizaines de clients qui sont pendant des semaines en prison pour l'exécution provisoire sur des faits qui sont, on va dire, assez mineurs et ça engorge les prisons. Pour des faits mineurs ou d'autres. Cédric Jubilard, il est bien en détention en attendant son appel. Et un certain nombre d'autres. Donc 90% des personnes qui sont condamnées à plus de 2 ans d'emprisonnement font l'objet d'un mandat d'arrêt. Éventuellement avec exécution différée, font l'objet d'un mandat d'arrêt. Ça vous choque pas, ça? Si vous dites plus d'exécution provisoire, vous libérez 1/3 des détenus actuellement en détention, dont un certain nombre sont dangereux. Mais dans le cas de dangerosité, la question se pose. Et là, on libère. Mais non, mais attendez, mais vous connaissez l'état de surpopulation des prisons? Oui, ça, je viens de le rappeler, 84 000, c'est un record. Ils sont 4 dans 9 mètres carrés. Et il y a des milliers, voilà. Il y a des centaines, on le sait très bien, il y a des centaines de détenus qui n'ont rien à faire en prison, vous le savez très bien. Au droit de vous l'entendre dire, oui. Mais c'était pas le discours c'était pas le discours de Nicolas Sarkozy. Ah non, mais moi je suis pas porte-parole de Nicolas Sarkozy, je suis journaliste, donc. Mais c'est vrai que beaucoup de politiques ont dénoncé le laxisme de la justice. Mais je pense que effectivement, on a des faits graves. Encore une fois, dans cette affaire de corruption ou d'association de malfaiteurs, il y a une affaire de terrorisme. Il y a le crédit de la France, et donc. Effectivement, qu'on en tire un certain nombre de conséquences, y compris sur le plan judiciaire et par la mise en détention, ça me semble plutôt normal. Une réaction peut-être, Valérie? Non, mais on va pas refaire le procès. Ça a duré suffisamment longtemps avec des gens avec des compétences affirmées, ce qui n'est pas mon cas sur les questions judiciaires. Ces tensions justice-politique. On voit bien à quel point ça
pardon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas dire ça réjouit certains, ce qui se passe aujourd'hui, et ça en désole d'autres. C'est à l'image de ce qui se passe en France. Et pas seulement en France. Et on en vient à la troisième partie de ce grand dossier. D'ailleurs, il me semble apercevoir peut-être Grégory Phillips. Oui, je crois bien. Je vous en prie, venez mais on l'a cacher, mais je vous ai vu quand même, chef du service international LCI. Merci de nous rejoindre, parce que effectivement, le cas de Nicolas Sarkozy, c'est une première pour nous en France sous la Ve République, mais dans d'autres grandes démocraties, c'est déjà arrivé, des condamnés. On va en parler avec vous, Sylvia Amicone. On va se concentrer sur les chefs d'État qui sont allés en prison. Certains ont été condamnés pour du sursis ou des travaux d'intérêt général. On pense notamment à Silvio Berlusconi ? Oui, tout à fait, mais il n'était pas chef d'État, il était président du Conseil. Oui. Voilà. Mais d'autres, effectivement, sont allés en prison, aucun en Union européenne. Donc il faut donc changer de continent, Isabelle, pour trouver, par exemple, le cas de Jacob Zuma en Afrique du Sud, un président de 2009 à 2018. Jacob Zuma est ensuite poursuivi pour corruption. Il refuse de se présenter devant une commission et il écope en 2021 de 15 mois de prison, une décision qui provoque de violentes émeutes dans le pays. Il est incarcéré à 79 ans, mais il est libéré au bout de 2 mois pour des raisons médicales. Autre ancien président condamné à de la prison ferme, c'est Jair Bolsonaro. Oui, effectivement, l'ancien président du Brésil a été condamné en septembre de cette année, 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Il n'a pas été placé en détention en raison des procédures en appel et il est assigné à résidence pour des raisons de santé. En Corée du Sud aussi, Isabelle, on peut trouver 2 présidents qui sont allés derrière les barreaux. Le dernier, par ailleurs, pour avoir voulu imposer la loi martiale, c'était en décembre 2024, on s'en souvient. Mais c'est bien en Amérique latine, Isabelle, que l'on retrouve le plus d'anciens présidents condamnés, notamment au Pérou. 5 des 6 derniers présidents péruviens ont été arrêtés, incarcérés ou condamnés. Et en Amérique latine, justement, on parlait tout à l'heure de son ancien adversaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro, mais il y a aussi Lula. Il y a effectivement Lula, oui, le leader de la gauche brésilienne a lui aussi fini devant les tribunaux ouvriers. Devenu président de 2003 à 2011, il a été condamné en 2017 à près de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent à cause de l'affaire Petrobras. En tout, Lula passera près de 600 jours en cellule avant d'être libéré. Ses condamnations seront annulées pour vice de procédure et en 2023, à 77 ans, eh bien, il est redevenu président du Brésil. C'est un personnage qui inspire beaucoup Nicolas Sarkozy. Regardez ce qu'il dit de lui. Ce n'est pas un homme que l'on peut abattre, détruire ou réduire. C'est un roc. Voilà comment il le décrit dans son livre Le temps des combats. C'est un des présidents pour lesquels il a éprouvé le plus de sympathie et d'admiration. Cela doit être réciproque puisque, souvenez-vous, c'était lors d'un voyage au Brésil en mars 2024. Lula avait même appelé Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy avant de se reprendre rapidement. Quel lapsus. Merci beaucoup Sylvia pour cette extension, cette exportation finalement, parce qu'on est très concentrés, nous, franco-français, sur ce qui se passe, mais dans les grandes démocraties, on le voit, ça arrive également. Peut-être... Je voudrais qu'on écoute Donald Trump, parce que dans cette crispation et ces tensions entre police et justice, Donald Trump... c'est le maître. C'est le maître. Merci Renaud Pilan, on l'écoute. Vous avez vu ce qui est arrivé à certains des témoins qui étaient de notre côté. Ils ont été littéralement crucifiés par ce juge, qui ressemble à un ange, mais qui est en réalité un diable. Le juge, comme vous le savez, a un conflit d'intérêts, est corrompu, et à cause de ce conflit d'intérêts, est très, très corrompu. Je ne comprends pas comment on peut avoir un procès en pleine élection. C'est injuste. C'est totalement injuste. Il le sait aussi. C'est un juge démocrate. Il veut faire cela parce qu'ils essayent tous de nuire à Trump autant que possible. Grégory Phillips, on est habitué à ces diatribes, à ces attaques de Donald Trump contre la justice. C'est l'effondrement des démocraties auquel on est en train d'assister, même si j'extrapole un peu peut-être. Oui, alors il y a peut-être une raison aussi à cette colère, et je rajoute cet exemple dans ceux cités par Sylvia, c'est que Trump a été incarcéré alors très brièvement à l'été 2023 dans une prison de Géorgie. Souvenez-vous, accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats électoraux. Il avait fait un détour par la case prison pendant environ 2 heures, d'où ce fameux mugshot. Vous vous souvenez de la, oui, très bien, cette photo du détenu Donald Trump. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est comment il avait retourné cette image pour en faire un argument de communication politique à l'égard de ses supporters. Donc les mailles à partir de Trump avec la justice, lui aussi a été un ex-président
envoyé en prison, certes pendant un délai très court, 2 heures, mais il est passé par la case prison. Mais ces condamnations, c'est ce qu'on voit avec ces exemples, et notamment avec Donald Trump, ça arrive à ce paradoxe finalement, où l'on se retrouve avec des condamnés, des emprisonnés, qui quand ils ressortent, bénéficient d'un certain tremplin politique, parce qu'ils se retrouvent réélus. Pour certains d'entre eux. Alors moi, je vois d'abord le premier paradoxe, c'est qu'un grand classique, c'est que chaque fois qu'une personnalité politique est condamnée, en France ou ailleurs, ce sont les juges qui sont coupables et c'est la personnalité qui est innocente. Alors effectivement, dans certains cas, des personnalités politiques sont revenues sur le devant de la scène, dans d'autres cas, ce n'a pas été le cas. Bon, Trump, effectivement, est maître dans l'art de poser des vérités alternatives. Parce qu'en réalité, les juges, non seulement, ont pris des décisions négatives, mais ce sont des membres d'un complot. C'était aussi d'ailleurs l'idée de Berlusconi. Tous les juges étaient communistes quand il s'agissait de le condamner. Et donc je pense qu'en France, d'ailleurs je regarde les sondages, il y a une grande majorité des Français qui pensent que la justice qui est passée a été impartiale. Et il y a aussi une immense majorité qui pense que les attaques contre les juges sont illégitimes. C'est un sondage ELAB de début octobre qui dit effectivement que 58% des Français, donc c'est beaucoup, quasiment 6 sur 10, estiment que les juges ont rendu effectivement une décision de manière impartiale en appliquant le droit. Ils sont seulement 41% à penser que les juges ont rendu une décision de manière politisée. Mais on l'avait déjà vu avec la condamnation de Marine Le Pen. Oui, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait eu une espèce de meeting place Vauban à Paris, près des Invalides, et que Marine Le Pen et ses soutiens n'en avaient jamais assez pour condamner cette justice politique? Dans les sondages, l'opinion publique française disait qu'il fallait que justice passe, que l'on soit politique ou pas, et ça avait été un dur rappel à la réalité pour un certain nombre de responsables du Rassemblement national. Mais en tout cas, pour revenir sur l'exemple de Trump, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il est revenu au pouvoir, il a entamé une véritable guérilla judiciaire contre les juges fédéraux, notamment. Enfin, il le dit, c'est Stephen Miller, un de ses principaux conseillers, qui dit « On vit sous une tyrannie judiciaire que nous allons combattre ». Et on le voit sur tous les domaines. En ce moment, il y a un bras de fer extrêmement fort entre la Maison-Blanche et les juges sur les questions d'immigration, avec les juges qui viennent casser des décisions, sur les questions de société, sur les questions des droits de douane, sur les questions de réforme de l'État. Vous savez, quand il veut fermer, par exemple, le ministère de l'Éducation, vous avez une véritable guerre qui est déclarée par l'administration aux juges, et inversement, les juges qui essayent de casser des décisions de ces administrations. Donc on est vraiment rentré dans un conflit complètement ouvert entre le politique et le judiciaire aux États-Unis. Ah oui, et avec peut-être un risque d'exportation peut-être à la France. En tout cas, il y a quelques prémices qu'on voit apparaître en ce moment. Nous sommes en ligne avec Reed Brody. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, ancien substitut du procureur de New York, membre de la Commission internationale des juristes. Et la presse vous surnomme le chasseur de dictateurs. Qu'est-ce que vous dites, ce que évoquait Greg Phillips tout à l'heure, sur la tyrannie judiciaire que dénonce notamment Donald Trump, ou la tyrannie des juges dénoncés dans plusieurs pays, et notamment, d'une certaine façon, ici en France aussi? Je dirais qu'en tant qu'Américain, comme ancien procureur américain, je suis jaloux que la France ait pu faire ce que mon pays n'a pas pu faire avec Nicolas Sarkozy. Je crois que le contraste est saisissant. En 2020, Donald Trump a tenté par tous les moyens de renverser le résultat des élections, d'empêcher la transition démocratique, d'inciter à une attaque contre le Capitole le 6 janvier. C'était un moment d'une gravité exceptionnelle dans l'histoire de mon pays. Et pourtant, la justice, à part ces quelques heures en Géorgie que vous avez citées, n'a pas su le tenir pour responsable. Le système judiciaire paralysé par un manque de volonté politique, il faut le dire, de l'administration Biden, mais aussi des lenteurs procédurales et finalement une décision aberrante de la Cour suprême des États-Unis, lui accordant une immunité presque totale, a échoué à faire son travail. Et le résultat est dramatique. Donald Trump est de nouveau président
conforté dans l'idée qu'il peut agir sans limite, sans rendre des comptes, et il est en train d'imposer une dictature aux États-Unis. Vous l'avez cité. Donc, pour moi, le fait que la France, aussi le Brésil, il faut dire, mais le fait que l'ancien chef d'État soit condamné pour des faits graves qui compromettaient la démocratie, comme dans le cas Libye-France, c'est un signe fort de l'état de droit. Donc c'est le signe d'une démocratie en bonne santé, selon vous? La démocratie ne se mesure pas seulement à l'absence des scandales, mais à la capacité d'un pays de juger avec un pouvoir judiciaire indépendant, qui est le sine qua non, ses dirigeants sans crainte ni faveur. Renaud Pilat. Oui, je suis d'accord. Après, je comprends que vous nous enviez en France parce que malheureusement, chez vous, avec Trump, il y a une tentation, comme disent les politologues, illibérale, c'est-à-dire une tentation autoritaire. Et on sait à quel point la justice est l'un des piliers d'une démocratie ou d'une république comme en France. Et là où je vous rejoins entièrement, Eric Alt, c'est que vous avez, pour résumer très vite, deux phases en France. Vous avez les années 60 et surtout 70, 80, 90, où, pour aller vite, les politiques ont tout pouvoir. Ils se croient au-dessus des lois. Ce sont des grandes affaires de délinquance politico-financière. On se souvient de l'affaire Urbagraco pour les socialistes. On se souvient de l'affaire des réceptions, notamment à l'Hôtel de Ville à Paris, qui mêlait Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac a été condamné, mais ça ne l'a pas empêché de faire une très très grande carrière politique, 2 mandats. Et puis il y a le choc. Le choc, c'est l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac. Le mensonge, les yeux dans les yeux. Non, mais attendez, un ministre de l'économie et des finances qui fait de l'exode fiscal. C'est comme vous avez un ministre de la Santé qui opère à l'envers. Je veux dire, les bras nous en sont tombés. Tel choc dans le pays qu'on crée le PNF, le fameux parquet national financier. Et là, il y a un retour de bâton. Et là, il y a un boomerang. Et effectivement, alors après, le boomerang, le retour de bâton est très, très fort. Est-ce qu'il est trop fort ou pas? Chacun jugera. Mais on est passé, je dirais, dans une normalité comme dans les autres démocraties européennes. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop fort, justement, au point de permettre, dans le cadre de Nicolas Sarkozy, à se victimiser et peut-être de relancer des ambitions politiques, ou en tout cas, peut-être pas, mais voilà, de relancer un mouvement contre les... Sur les spéculations politiques de l'avenir de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas compétent. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le PNF, depuis sa création, a permis de récupérer environ 12 milliards d'euros. Alors au moment où on parle du budget 2026... Oui, la corruption est estimée par un rapport du Parlement européen à 120 milliards d'euros par an. Donc je pense que l'investissement en matière de justice, l'investissement en matière de personnel pour lutter contre la corruption est très rentable. Il est rentable, mais parce que sur ces 12 milliards, il y a quoi? Il y a beaucoup d'exode fiscal. De fraude fiscale. Il y a beaucoup de fraude fiscale, mais il y a aussi UBS, il y a aussi un certain nombre de banques. Mais sur le balancier, vous êtes d'accord, le retour de bâton à partir du... Est-ce que la justice devient trop politique? Non, je pense que... D'ailleurs, la preuve en est, je veux dire, est-ce qu'on a pu assister, ceux qui ont assisté à ces 38 demi-journées d'audience, ont vu la grande sérénité des débats et la manière dont toutes les preuves étaient discutées. Le jugement est lui-même, c'est pas du tout quelque chose d'arbitraire qui tombe. Il est motivé, il est bien motivé. Il y aura un appel, il y aura éventuellement une cassation. Donc on a un système judiciaire qui est solide et en réalité, sans compter même de l'éthique des juges, mais tout est fait pour que si jamais il y avait une dérive politique, elle serait récupérée. Et là, je ne vois même pas de dérive politique. La dérive politique, elle est dans les yeux de la défense, ce qui est très différent. Valérie, d'un mot ? D'un mot, je vais me retrancher derrière la sagesse d'un sage du Conseil constitutionnel, Alain Juppé, qui dit « Même la justice peut se tromper, c'est pour ça qu'il est prévu un appel ». Bien sûr. Merci infiniment. C'est la fin de ce grand dossier. Merci de l'avoir suivi.